Histoire d'Aladin ou la lampe merveilleuse. Jadis vivait un pauvre tailleur dont le fils, oisif et désobéissant, se nommait Aladin. Il passait ses journées à ne rien faire, si ce n'est à jouer dans les rues avec de petits vagabonds moins âgés que lui. Cela fit tant de peine à son père qu'il en mourut au bout de quelques mois. Pourtant, ni les pleurs ni les prières de sa mère ne le ramenèrent dans le droit chemin. Un jour, alors qu'il jouait comme à son habitude dans les rues, un étranger lui demanda son âge et s'il n'était pas le fils de Mustapha le tailleur. « Oui, monsieur, répondit Aladin, mais il y a longtemps qu'il est mort. » L'étranger, un célèbre magicien africain, se jeta au cou d'Aladin et l'embrassa en déclarant « Je suis votre oncle et je reconnais les traits de mon frère sur votre visage. Alors trouvez votre mère et dites-lui que j'irai la voir demain. » Aladin courut chez sa mère pour lui parler de cet oncle dont il venait d'apprendre l'existence. « Mon fils, il est vrai que votre père avait un frère, mais je le croyais mort il y a longtemps. » Quoi qu'il en soit, elle prépara le souper et pria Aladin d'aller chercher son oncle, qui arriva chargé de bouteilles de vin et de fruits de toutes sortes. L'homme se prosterna aussitôt devant la place où son frère Mustapha avait coutume de s'asseoir, et la baisa plusieurs fois. Il expliqua ensuite à la mère d'Aladin qu'il n'était pas étonnant qu'elle ne l'ait jamais vu, puisqu'il avait vécu 40 ans à l'étranger. Puis, se tournant vers Aladin, il lui demanda quel était son métier. Aladin, déconcerté, baissa les yeux tandis que sa mère fondait en larmes. Apprenant qu'Aladin s'était toujours refusé à apprendre un métier, il lui proposa de lui donner une boutique garnie de riches étoffes et de toiles fines. Le lendemain, le magicien africain offrit à Aladin de magnifiques habits et le mena dans les lieux les plus fréquentés de la ville, où se trouvaient les boutiques des riches marchands. Il le reconduisit ensuite chez sa mère, qui fut transportée de joie en s'apercevant qu'il avait fait de si grandes dépenses pour son enfant. Le jour suivant, le magicien conduisit Aladin dans de très beaux jardins dans les environs de la ville. Là, ils s'assirent près d'une fontaine, et le magicien tira d'un linge attaché à sa ceinture des gâteaux et plusieurs sortes de fruits qu'il partagea avec Aladin, avant de poursuivre longuement leur promenade à travers la campagne. Arrivé au bas des montagnes, Aladin était si fatigué qu'il supplia son oncle de rentrer, mais le magicien le mena encore fort loin, en l'entretenant d'histoires amusantes pour lui égayer le chemin. Ils arrivèrent bientôt entre deux montagnes séparées par un étroit vallon. « N'allons pas plus loin, dit le magicien à Aladin. Je vais vous montrer des choses extraordinaires. Pendant que je vais battre le fusil, amassez toutes les broussailles que vous voyez afin d'allumer du feu. » Quand Aladin eut constitué un amas suffisamment important, le magicien y mit le feu et y jeta un parfum en prononçant des paroles magiques. La terre trembla alors et s'ouvrit. Devant eux, une pierre posée horizontalement présentait un anneau de bronze scellé en son centre pour s'en servir à le lever. Aladin, effrayé, voulut prendre la fuite, mais le magicien le gronda et le jeta à terre. « Mon oncle, s'écria-t-il en pleurant, qu'ai-je donc fait pour avoir mérité que vous me frappiez si rudemment? Mon enfant, ne craignez rien, mais obéissez-moi. Sous cette pierre que vous voyez se trouve un trésor caché qui vous est destiné et que personne d'autre que vous n'est autorisé à toucher. Pour l'avoir, il vous faudra exécuter tout ce que je vous dirai. » Entendant le mot trésor, Aladin oublia sa peur et prit l'anneau pour hisser la pierre en prononçant
comme le lui demanda son oncle, le nom de son père et de son grand-père. La pierre se leva facilement et un caveau de 3 à 4 mètres de profondeur apparut. Mon fils, descendez dans ce caveau, dit le magicien. Quand vous serez en bas des marches, vous trouverez une porte ouverte menant à 3 grandes salles. Levez votre robe et serrez-la bien autour de vous en prenant garde de ne rien toucher, sans quoi vous mourriez sur le champ. La 3e salle donne sur un jardin planté de beaux arbres à fruits. Marchez tout droit et traversez-le jusqu'à la niche où se tient une lampe allumée. Prenez-la et éteignez-la, et quand vous aurez jeté le lumignon et versé la liqueur, apportez-la moi. En achevant ces paroles, le magicien africain tira un anneau protecteur qu'il avait au doigt qu'il donna à Aladin. Aladin se rendit dans le jardin, cueillit quelques beaux fruits dont il emplit ses poches et se présenta à l'entrée du caveau. La lampe en main, pressé, le magicien s'exclama: « Mon fils, hâtez-vous de me donner la lampe !» Alors qu'Aladin refusait de s'exécuter avant d'être sorti du caveau, le magicien, désespéré, jeta un peu de son parfum sur le feu et prononça des paroles magiques qui refermèrent l'entrée du caveau. L'homme quitta la Perse pour toujours, ce qui démontrait qu'il n'était pas l'oncle d'Aladin. Il n'était qu'un magicien rusé qui avait découvert dans ses livres de magie qu'une lampe merveilleuse le rendrait plus puissant qu'aucun monarque au monde. Bien qu'il soit le seul à savoir où se trouvait la lampe, il ne lui était pas permis d'aller la chercher lui-même. Il fallait qu'un autre la prenne. C'est pourquoi il s'était adressé à Aladin, un enfant insignifiant qu'il aurait pu sacrifier une fois en possession de la lampe. Pleurant et se lamentant, Aladin demeura dans les ténèbres et dans l'obscurité pendant 2 jours. Désespéré, il joignit bientôt ses mains en prière et, ce faisant, frotta accidentellement l'anneau que le magicien africain lui avait passé au doigt. Aussitôt, un gigantesque et effrayant génie s'éleva devant lui, de dessous de la terre. « Que veux-tu ? Je suis esclave de l'anneau, et me voici prêt à t'obéir. » Aladin répondit sans hésiter: « Qui que tu sois, fais-moi sortir de ce lieu, si tu en as le pouvoir. » À peine eut-il prononcé ces paroles que la terre s'ouvrit et qu'il se trouva hors du caveau, à l'endroit même où le magicien l'avait amené. Quand ses yeux s'accoutumèrent à la lumière du jour, il fut fort surpris de ne pas voir d'ouverture dans la terre. Se traînant avec bien de la peine, il chemina jusqu'à la ville avant d'arriver enfin chez lui. Il raconta à sa mère ce qui lui était arrivé et lui montra la lampe merveilleuse et les fruits qu'il avait cueillis dans le jardin et qui étaient en réalité des pierres précieuses. Puis il demanda à manger. « Hélas, mon fils, lui répondit sa mère, je n'ai rien à vous donner, mais j'ai un peu de fil de coton de mon travail que j'irai vendre afin de vous acheter du pain et quelque chose pour notre dîner. » Ma mère, reprit Aladin, réservez votre fil de coton pour une autre fois et donnez-moi la lampe que j'ai amenée hier. J'irai la vendre et l'argent que j'en aurai servira à nous avoir de quoi déjeuner et dîner et peut-être même de quoi souper. La mère d'Aladin prit la lampe et comme elle était sale, l'entreprit de la nettoyer pour en tirer le meilleur prix. Mais à peine eut-elle commencé à la frotter qu'en un instant un génie hideux et gigantesque apparut devant elle et lui demanda ce qu'elle voulait. La mère d'Aladin fut si effrayée qu'elle s'évanouit, mais son fils se saisit promptement de la lampe et répondit pour elle d'un ton ferme. « J'ai faim, dit-il au génie, apportez-moi de quoi manger. » Le génie disparut et revint chargé d'un grand bassin d'argent contenant 12 excellents mets, 6 grands pains blancs et 2 bouteilles de
surprise, demanda: Mon fils, d'où vient ce splendide festin? Ma mère, reprit Aladin, mangeons, je vous le dirai quand nous aurons déjeuné. Ils s'assirent et, eux qui ne croyaient faire qu'un simple déjeuner, se trouvèrent encore à table à l'heure du dîner. Bientôt, Aladin parla à sa mère de la lampe et du mauvais génie. Elle le supplia de la vendre et de ne pas fréquenter les génies. Ma mère, avec votre permission, reprit Aladin, je me garderai bien de la vendre, puisque le hasard nous en a fait découvrir la vertu. Faisons-en un usage qui nous soit profitable. Pour ce qui est de l'anneau, je le garderai également et le porterai toujours au doigt. Quand ils eurent mangé toutes les provisions que les génies avaient apportées, Aladin prit un des plats d'argent sous sa robe et sortit pour aller le vendre. Il vendit ensuite tous les plats, jusqu'au 12e de la même manière. Quand il ne resta plus rien des pièces d'or ainsi récoltées, Aladin eut recours au génie qui reparut, chercher de nouveaux plats d'argent, et grâce à la lampe, ils vécurent de la sorte pendant quelques années. Un jour, en se promenant dans un quartier de la ville, Aladin entendit publier un ordre du sultan, demandant à chacun de rester chez soi, jusqu'à ce que la princesse, sa fille, soit passée pour aller au bain et qu'elle en soit revenue. Aladin, mourant d'envie de voir le visage de la princesse, qui en allant au bain portait toujours un voile, alla se placer derrière une porte disposée de telle manière qu'il ne pouvait manquer de la voir de face. La princesse parut et ôta le voile qui lui couvrait le visage. Elle était la plus belle brune qu'on pouvait voir au monde, et Aladin en tomba amoureux au premier regard. En rentrant chez lui, il ne put cacher son trouble et sa mère en fut effrayée. Il avoua qu'il aimait la princesse si profondément qu'il avait pris la résolution de la demander en mariage au sultan. La mère d'Aladin ne put s'empêcher de l'interrompre par un grand éclat de rire, mais son fils, opiniâtre, la pria d'aller trouver le sultan pour lui soumettre sa requête. La mère d'Aladin fit tout ce que son fils voulut. Elle enveloppa les fruits magiques étincelants comme le plus précieux des joyaux dans un double linge et prit le chemin du palais du sultan. Le grand vizir, accompagné des autres vizirs et les seigneurs de la cour les plus qualifiés, était déjà entré quand elle arriva à la porte et se plaça face au sultan. Ce dernier ne fit pas attention à elle, mais elle y retourna pendant une semaine, se tenant chaque jour à la même place. Le 6e jour, après le lever du conseil, le sultan dit à son grand vizir: « Il y a déjà quelque temps que je remarque une femme qui vient chaque jour que je tiens mon conseil et qui porte quelque chose enveloppé dans un linge. Si cette femme revient, ne manquez pas de la faire appeler afin que je lui demande ce qui l'amène. » Le lendemain, le chef des huissiers vint jusqu'à la mère d'Aladin et lui fit signe de le suivre jusqu'au pied du trône du sultan. « Bonne femme, dit le sultan, levez-vous et dites-moi quelle affaire vous amène ici. » La mère d'Aladin hésita, et le sultan commanda qu'on la laissât seule avec son grand vizir. Il lui dit alors qu'elle pouvait parler sans crainte, et l'assura de son pardon s'il trouvait sa demande offensante. Elle lui confessa l'amour dévorant que son fils éprouvait pour la princesse. « Je l'ai supplié de l'oublier en vain. Mon fils s'est obstiné jusqu'au point de me menacer de quelques actions de désespoir si je refusais de venir demander à votre majesté la main de la princesse. Je supplie encore une fois votre majesté de nous pardonner d'avoir eu la pensée téméraire d'aspirer à une si haute alliance. » Le sultan lui demanda gentiment ce qu'elle tenait enveloppé dans son linge. Aussitôt, elle lui présenta ses pierres précieuses et étincelantes. Le sultan demeura quelque temps bouche bée, puis, se tournant vers le vizir, déclara: « Ah, que cela est beau! Un tel
tel présent n'est-il pas digne de la princesse ma fille, et ne puis-je pas la donner à ce prix-là à celui qui me la demande ?» Le vizir, qui voulait marier la princesse à son propre fils, supplia le sultan de lui accorder 3 mois avant de se décider. Il espérait que, entre-temps, son fils pourrait lui faire un plus beau présent. Le sultan lui accorda cette grâce et dit à la mère d'Aladin que, bien qu'il consente à la proposition de son fils, elle ne devait pas reparaître devant lui avant 3 mois. Aladin s'estima le plus heureux des mortels en apprenant cette nouvelle et se disposa à attendre patiemment. Mais après 2 mois, sa mère s'aperçut qu'il n'y avait plus d'huile dans la maison pour allumer la lampe. Elle se rendit donc en ville pour aller en acheter et découvrit qu'une grande fête s'y préparait. Elle demanda ce que cela signifiait à un passant. « Ne savez-vous pas que le fils du grand vizir épouse ce soir la princesse Badroulboudour, fille du sultan ?» La mère d'Aladin rentra chez elle presque hors d'haleine. Apprenant la terrible nouvelle, son fils fut comme frappé par la foudre. Mais se reprenant bientôt, Aladin courut dans sa chambre, prit la lampe merveilleuse et la frotta. À cet instant, le génie parut devant lui. « Que veux-tu » dit-il à Aladin. « J'ai demandé en mariage la princesse Badroulboudour au sultan, son père. Il me l'a promise en me demandant de lui laisser de 3 mois. Loin de tenir parole, il la marie ce soir avant le terme échu, au fils du grand vizir. Je te demande donc que dès que les nouveaux époux seront couchés, tu les enlèves et les apportes ici, dans leur lit. » « Mon maître, reprit le génie, je vais t'obéir. » Aladin retourna à sa chambre et attendit, sûr de lui, le retour du génie qui lui amena la princesse et le fils du grand vizir. « Prends ce nouvel époux, dit-il au génie. Cette nuit, laisse-le grelotter de froid et reviens demain au petit jour. » Le génie enleva aussitôt le fils du grand vizir et laissa Aladin avec la princesse. « Ne craignez rien, adorable princesse, lui dit-il. Vous êtes la femme qui m'a été promise par votre injuste père et êtes ici en sûreté. » La princesse, trop effrayée pour lui répondre, passa une nuit atroce aux côtés d'Aladin qui avait pris la place du fils du grand vizir. Le lendemain, le génie revint à l'heure dite avec le fils du grand vizir et en un instant rapporta le lit nuptial dans la chambre du palais du sultan. Plus tard, tandis que le sultan s'approchait du lit de la princesse pour lui dire bonjour, le malheureux vizir bondit et se cacha. Quant à la princesse, mélancolique et triste, elle ne disait mot, incapable de s'expliquer son silence. Le sultan lui envoya sa mère. « Ma fille, lui dit la sultane, pourquoi ne répondez-vous pas à votre père? Que vous est-il arrivé ?» La princesse Badroulboudour rompit enfin le silence par un grand soupir et lui raconta de quelle manière le lit avait été enlevé et comment ils avaient été transportés, elle et son époux, dans une étrange maison. Elle raconta également ce qui arriva ensuite. La sultane ne la crut pas et lui demandant de se lever, lui intima de considérer cela comme un mauvais rêve. Mais la nuit suivante se passa exactement comme la précédente, et le lendemain, face à son père, la princesse garda le même silence. Irrité, le sultan menaça la princesse de lui couper la tête. Celle-ci, terrorisée, lui raconta fidèlement tout ce qui lui était arrivé et lui suggéra de vérifier ses dires auprès de son époux, le fils du vizir. Le sultan fit appeler son grand vizir et lui demanda d'aller trouver son fils pour en avoir la confirmation. Ce dernier reconnut que la princesse disait vrai, ajoutant que quand bien même il aimait tendrement son épouse, il préférait mourir que de revivre une telle nuit, et demandait à ce que son mariage soit déclaré nul. Le grand vizir n'eut pas de peine à obtenir ce qu'il désirait, et les réjouissances publiques
sultan sembla moins enclin à tenir parole et demanda conseil au grand vizir, qui l'exhorta à mettre la princesse à un si haut prix que ses richesses, quelles qu'elles puissent être, ne puissent y fournir. Le sultan se tourna du côté de la mère d'Aladin et lui dit « Ma bonne dame, le sultan n'a qu'une parole, et je suis prêt à la tenir si votre fils m'envoie 40 grands bassins d'or massif, portés par autant d'esclaves noirs qui seront conduits par 40 autres esclaves blancs, tous magnifiquement habillés. Partez donc, j'attendrai que vous m'apportiez sa réponse. » La mère d'Aladin passa à son fils ce message en ajoutant « Il attend votre réponse, mon fils, et entre nous, je crois qu'il attendra longtemps. » « Pas si longtemps que vous le pensez, ma mère, reprit Aladin. Je suis content, et ce qu'il me demande est peu de choses en comparaison de ce que je suis disposé à lui donner pour obtenir la main de la princesse. » Dès que la mère d'Aladin fut sortie, Aladin prit la lampe et la frotta. Dans l'instant, le génie apparut devant lui, et 80 esclaves emplirent aussitôt sa modeste demeure. Il les envoya deux par deux vers le palais, accompagnés de sa mère. Ils étaient si richement habillés, avec de splendides pierreries enchâssées autour de leur ceinture en or massif, qu'une foule de spectateurs se fit le témoin de cette pompe ravissante. Ils arrivèrent au palais et se placèrent en demi-cercle devant le trône du sultan. La mère d'Aladin s'avança pour les présenter. Le sultan ne différa plus et déclara « Bonne dame, allez dire à votre fils que je l'attends pour le recevoir à bras ouverts et pour l'embrasser. » La mère d'Aladin partit sur le champ et demanda à son fils de se hâter d'aller voir le sultan. Mais Aladin voulut d'abord appeler le génie. « Génie, lui dit Aladin, je t'ai appelé pour me faire prendre le bain tout à l'heure, et quand je l'aurai pris, je veux que tu me donnes le plus bel habit qu'un monarque ait jamais porté. J'attends également de toi que tu m'amènes au plus tôt un cheval qui surpasse en tout point la plus belle monture de l'écurie du sultan. Je demande aussi que tu me fasses venir en même temps 20 esclaves richement vêtus pour marcher à mes côtés. Fais aussi venir à ma mère 6 femmes esclaves pour la servir. Et enfin, 10 000 pièces d'or réparties en 10 bourses. » Aussitôt dit, aussitôt fait, Aladin ne différa pas de monter à cheval et passa dans les rues tandis que les esclaves distribuaient des poignées d'or sur son passage. Ceux qui se souvenaient d'avoir vu jouer Aladin dans les rues dans son enfance ne le reconnaissaient pas, tant il était devenu beau. Recevant Aladin, le sultan se leva et descendit de son trône pour aller l'embrasser. Il fit ensuite appeler le premier juge de sa capitale et lui commanda de dresser le contrat de mariage de la princesse Badroulboudour, sa fille, et d'Aladin. Mais Aladin déclara alors « Je veux faire bâtir auparavant un palais qui soit digne de la princesse votre fille. » Sur ces entrefaites, Aladin retourna chez lui et appela le génie. « Génie, lui dit Aladin, je te demande donc qu'en aussi peu de temps que tu le pourras, tu me fasses bâtir un palais de jaspe, d'agate et de marbre digne d'y recevoir la princesse Badroulboudour. Je souhaite qu'au plus haut de ce palais, tu fasses élever un grand salon en dôme à 4 faces égales, dont les assises en or et en argent massif comporteront 12 fenêtres, 6 à chaque face, et que les jalousies de chaque croisée, à la réserve d'une seule, que je veux qu'on laisse imparfaite, soient enrichies de diamants et de rubis. Il faut qu'il y ait dans ce palais des écuries remplies des plus beaux chevaux, et je veux aussi des femmes esclaves pour servir la princesse. Va et reviens quand cela sera fait. » Le palais fut achevé le jour suivant. Le génie les transporta en un instant, le conduisit dans chacune de ses pièces partout. Aladin ne trouva que richesse.
porte de l'appartement destiné à la princesse, un tapis du plus beau velours avait même été disposé. La mère d'Aladin commença à se parer d'un des habits qu'il lui avait fait apporter et se rendit au palais avec les mêmes fameux esclaves que la veille. Dès que le portier du palais du sultan eut aperçu la mère d'Aladin, l'ordre fut donné aux troupes de trompettes, de timbales, de tambours, de faire retentir les fanfares et concerts, annonçant la joie à toute la ville. La mère d'Aladin fut reçue avec honneur par la princesse qui alla l'embrasser. Quand la nuit fut venue, la princesse prit congé du sultan et marcha accompagnée de sa mère et de centaines d'esclaves sur le tapis étendu depuis le palais de son père jusqu'au palais d'Aladin. Apercevant son époux, elle trouva si bien fait qu'elle en fut charmée. Adorable princesse, lui dit Aladin en l'abordant et en la saluant respectueusement. Si j'avais le malheur de vous avoir déplu, j'ose vous dire que ce serait à vos beaux yeux et à vos charmes que vous devriez vous en prendre et non pas à moi. Elle l'assura que l'ayant vu, elle obéirait sans répugnance à la volonté du sultan. Après la cérémonie de leurs noces, Aladin l'amena dans le grand hall où un festin avait été dressé. Ils soupèrent ensemble et dansèrent jusqu'à minuit. Le lendemain, quand Aladin fut éveillé, il invita le sultan à venir prendre un repas dans le palais de la princesse. Plus le sultan approchait du palais d'Aladin, plus il était frappé par sa beauté. Ce fut tout autre chose quand il y fut entré. Ses exclamations ne cessaient pas à chaque pièce qu'il voyait. Ce palais est une des merveilles du monde. Une seule chose me surprend, qu'un salon de cette magnificence soit demeuré imparfait par cet endroit. Sire, répondit Aladin, la chose a été faite à dessein. Je voulais que votre majesté eût la gloire de faire achever ce salon et le palais en même temps. Le sultan était comblé et fit appeler les meilleurs joailliers et orfèvres de la ville. Il leur montra les fenêtres inachevées. Sire, répondit l'un d'eux, nous n'avons pas de pierreries aussi précieuses, ni en assez grand nombre pour fournir à un si grand travail. Le sultan fit apporter toutes ces pierreries, et les joailliers en prirent une très grande quantité. Mais tout ce qu'ils purent faire avec tout cela fut au plus d'achever la moitié de la croisée. Aladin, qui savait que la tâche était vaine, fit venir les orfèvres, leur dit de défaire tout ce qu'ils avaient fait, et demanda au génie de finir la fenêtre. Surpris de se voir apporter ces pierreries, le sultan se rendit dans le palais d'Aladin, qui lui montra l'ouvrage achevé. Le sultan l'embrassa, tandis que le vizir, envieux, pensa que le palais d'Aladin était l'effet d'un enchantement. Par ses généreuses attentions, Aladin avait gagné le cœur du peuple. Il fut donc nommé à la tête de l'armée du sultan et remporta plusieurs batailles en son nom, sans que cela lui fît rien perdre de sa modestie, ni de son grand cœur. Il vécut ainsi en paix pendant de longues années. Mais bien loin de là, en Afrique, le magicien vivait toujours, et bien qu'il se fût persuadé qu'Aladin était mort misérablement dans le souterrain où il l'avait laissé, il lui fit néanmoins à penser de savoir précisément quelle avait été sa fin. Comme il était grand géomancier, il découvrit qu'il vivait sur terre dans une grande splendeur, puissamment riche, mari d'une princesse honorée et respectée. Il sut immédiatement que le pauvre fils du tailleur avait découvert le secret et la vertu de la lampe, et se mit en chemin sans s'arrêter, jusqu'à arriver à la capitale de la Chine, bien décidé à causer la ruine d'Aladin. Le lendemain, le magicien africain voulut savoir ce que l'on disait d'Aladin. En se promenant dans la ville, il entendit qu'on s'entretenait du palais d'Aladin. « Pardonnez mon ignorance, dit-il, mais quel est ce palais dont vous parlez? Il faut que vous soyez étranger pour ne pas avoir encore entendu parler du palais du prince Aladin. C'est la plus grande merveille du monde. Allez le voir et vous en jugerez par vous-même. » Quand il fut arrivé et qu'il eut examiné le palais de près,
magicien se décida à récupérer la lampe et à faire sombrer Aladin dans les bas-fonds d'où il l'avait tirée. Le malheur voulut alors qu'Aladin soit parti à la chasse pour 8 jours, ce qui donna au magicien toute latitude pour mener à bien son dessein. Il alla à la boutique d'un faiseur de lampes et en acheta une douzaine qu'il mit dans un panier avant de se rendre au palais d'Aladin. Une fois arrivé sur le parvis, il se mit à crier « Qui veut échanger de vieilles lampes contre des neuves ?» La princesse Badroulboudour, qui était alors dans le salon aux 24 croisées, entendit la voix d'un homme, mais ne pouvant distinguer ce qu'il disait en raison des huées des enfants qui le suivaient. Elle envoya une de ses esclaves se renseigner. « Princesse, répondit la femme esclave en riant, qui pourrait ne pas s'esclaver en voyant un fou avec un panier au bras plein de belles lampes toutes neuves, qui ne demande pas à les vendre, mais à les échanger contre des vieilles. » À propos de vieilles lampes, dit une autre femme esclave, je ne sais si la princesse a pris garde qu'en voilà une sur la corniche. La lampe dont la femme esclave parlait était la lampe merveilleuse qu'Aladin, craignant de la perdre, avait mise lui-même sur la corniche avant d'aller à la chasse. La princesse Badroulboudour, qui ignorait que la lampe fût aussi précieuse, commanda à un eunuque de la prendre et d'aller en faire l'échange. Ce dernier alla voir le magicien et lui dit « Donne-moi, dit-il, une lampe neuve pour celle-ci. » Le magicien africain la prit promptement dans la main de l'eunuque et lui présenta son panier pour qu'il choisisse celle qui lui plaisait. Une fois l'échange terminé, le magicien africain s'éloigna en laissant choir son panier. Quand il fut hors de la ville, il tira la lampe de son sein et la frotta. À cet appel, le génie lui apparut et lui commanda de transporter la princesse et le palais qu'il avait construit en Afrique. Dès que le sultan fut levé, il ne manqua pas, selon sa coutume, de se rendre au cabinet, ouvert pour avoir le plaisir de contempler et d'admirer le palais d'Aladin. Quelle ne fut pas sa surprise de constater qu'il n'y avait plus qu'une place vide. Se frottant les yeux, le sultan commanda qu'on fît venir le grand vizir et lui demanda où était passé le palais. Le grand vizir alla au cabinet ouvert et il lui arriva la même chose qu'au sultan. Quand il se fut bien assuré que le palais d'Aladin n'était plus là, il affirma que ce palais n'était qu'un ouvrage de magie, et cette fois, le sultan ne peut en disconvenir. Il donna ordre à 30 de ses cavaliers de lui amener Aladin enchaîné. Ils se mirent en chemin et trouvèrent Aladin de retour de la chasse à 5 ou 6 lieues de la ville. On lui passa aussitôt la chaîne au cou et on le força à les suivre à pied. Quand les cavaliers furent rentrés dans le faubourg, les premiers qui virent qu'on menait Aladin en criminel d'état prirent les armes et suivirent les cavaliers. Aladin fut conduit devant le sultan, qui commanda au bourreau de lui couper la tête. Le bourreau, se saisissant d'Aladin, le fit mettre à genoux et tirant son sabre, attendit l'ordre du sultan. Soudain, le grand vizir, apercevant la populace escalader les murs du palais en plusieurs endroits pour sauver Aladin, commanda au bourreau de remettre son sabre dans le fourreau. La justice que le sultan venant de rendre à Aladin, en lui faisant grâce des armes à la populace, et fit cesser le tumulte. Quand Aladin se fit libre, il supplia le sultan de l'informer du crime qu'il avait commis. « Quel est ton crime, perfide ?» répondit le sultan. « Ne le sais-tu pas? Monte jusqu'ici, continua-t-il. Je te le ferai connaître. » Aladin monta, et le sultan pointa du doigt l'endroit où le palais se tenait précédemment. « Dis-moi donc, répéta-t-il à Aladin, où sont ton palais et ma fille? Ton palais m'importe peu, mais si tu ne retrouves pas ma fille, je te ferai couper la tête. » Aladin supplia le sultan de lui accorder 40 jours pour la retrouver, promettant s'il échouait d'apporter sa tête au pied de son trône afin qu'il en dispose à sa guise. Sa requête fut accordée,
et Aladin s'éloigna humilié. Pendant 3 jours, il demanda de porte en porte si l'on n'avait pas vu son palais, et chacun crut qu'Aladin avait perdu l'esprit. Quelques-uns en rirent tandis que d'autres se montrèrent compatissants. Après avoir traversé plusieurs campagnes, il arriva enfin à la nuit tombée, au bord d'une rivière. S'apprêtant à se jeter à l'eau, s'agenouilla pour dire une prière. Ce faisant, il frotta accidentellement l'anneau qui lui avait donné le magicien africain. Le même génie qui lui était apparu dans les souterrains où le magicien africain l'avait enfermé apparut alors, lui demandant ce qu'il voulait. « Génie, sauve-moi la vie une seconde fois en me rapportant le palais que je vais bâtir. » « Ce que tu me demandes, reprit le génie, n'est pas de mon ressort. Je ne suis esclave que de l'anneau. Adresse-toi à l'esclave de la lampe. » « Je te commande donc, repartit Aladin, par la puissance de l'anneau, de me transporter jusqu'au lieu où est mon palais et de me poser sous les fenêtres de la princesse Badroulboudour. » À peine eut-il achevé de parler que le génie le transporta en Afrique et le posa précisément au-dessous des fenêtres de l'appartement de la princesse, où Aladin épuisait son bras dans le sommeil. Le lendemain, Aladin, se sentant une joie inexprimable, fut agréablement éveillé par le ramage des oiseaux. Il ne douta plus que son infortune venait d'avoir perdu sa lampe des yeux et se demanda vraiment qui avait bien pu la lui voler. La princesse Badroulboudour avait coutume de se lever plus tôt depuis son enlèvement. Chaque jour, elle était contrainte de supporter la compagnie du magicien africain, mais elle le traitait si durement qu'il n'avait encore jamais osé loger à ses côtés. Quand elle fut habillée, une de ses femmes, regardant par la fenêtre, aperçut Aladin. Elle courut aussitôt avertir sa maîtresse, qui alla se présenter à la fenêtre. Au bruit que la princesse fit en ouvrant la fenêtre, Aladin leva la tête et la reconnut aussitôt. Elle lui demanda de monter par une porte secrète, et la joie que ressentirent ces deux époux de se revoir après s'être crus séparés à jamais fut inexprimable. Ils s'embrassèrent plusieurs fois, puis Aladin prit la parole. « Princesse, dit-il, je vous supplie au nom de Dieu, dans votre intérêt et le mien, de me dire ce qu'est devenue la vieille lampe que j'avais mise sur la corniche du salon aux 24 croisées, avant d'aller à la chasse. »« Ah, cher époux, répondit la princesse, je m'étais bien douté que notre malheur réciproque venait de cette lampe, et ce qui me désole, c'est que je suis moi-même la cause de sa perte. »« Princesse, reprit Aladin, je sais maintenant que nous devons remercier le magicien africain pour cela, mais je vous prie seulement de me dire ce qu'il a fait de la lampe et où il l'a mise. »« Il la porte dans son sein, enveloppée bien précieusement, reprit la princesse, et je puis en témoigner, puisqu'il me l'a montrée comme un trophée. Il veut me persuader de rompre la foi que je vous ai donnée et de le prendre pour époux, puisque m'a-t-il dit, le sultan mon père vous aurait fait couper la tête. Il ajoute pour se justifier que votre fortune n'est venue que de lui et mille autres choses que je lui laisse dire. Mais je ne lui donne pour seule réponse que des pleurs, et il est contraint de se retirer. Je ne doute pas cependant que si je persévère à lui faire résistance, il usera de la violence. » Aladin la réconforta et la laissa un moment. Il changea d'habit et prit le chemin de la ville où il acheta une certaine poudre avant de regagner le palais par la porte secrète. « Princesse, lui dit-il, dès à présent, habillez-vous d'un de vos plus beaux habits, et quand le magicien africain reviendra, ne faites pas de difficulté et recevez-le agréablement. Dans la conversation, dites-lui que vous êtes disposé à m'oublier, et afin qu'il soit persuadé de votre sincérité, invitez-le à souper et dites-lui que vous seriez bien aise de goûter le meilleur vin de son pays. Il ne manquera pas de vous quitter
pour aller en chercher, et quand il sera parti, je vous dirai quoi faire. » Elle écouta attentivement, et dès qu'il se fut retiré, elle se mit à sa toilette, se fit coiffer par ses femmes, et revêtit son plus bel habit. La ceinture dont elle se ceignit n'était que d'or et de diamants enchâssés. Quand la princesse Badroulboudour fut entièrement habillée, elle se regarda dans le miroir et, après s'être assurée qu'elle était plus belle qu'elle ne l'avait jamais été, reçut le magicien et lui dit: « Vous vous étonnerez sans doute de me voir aujourd'hui tout autre qu'à l'accoutumée, mais vous n'en serez pas plus surpris quand je vous dirai que j'ai réfléchi à ce que vous m'avez appris à latin. Je connais mon père et je suis persuadée comme vous qu'il a fait les frais de son terrible courroux. Ainsi, quand bien même je m'obstinerais à pleurer toute ma vie, mes larmes ne le feraient pas revivre. C'est pour cela qu'après lui avoir rendu les devoirs que mon amour demandait que je lui rendisse, il m'a paru que je devais chercher tous les moyens de me consoler. Voici les raisons du changement que vous voyez. Persuadé que vous voudrez bien me tenir compagnie, j'ai commandé qu'on nous préparât à souper. Mais comme je n'ai que du vin de Chine et que je me trouve en Afrique, il m'a pris une envie de goûter de celui qu'il produit, et je suis sûre que vous saurez trouver le meilleur. Le magicien africain courut chercher son vin de 7 ans, tandis que la princesse jeta la poudre qu'Aladin lui avait apportée dans un gobelet. Quand il revint, elle lui demanda de boire à sa santé et lui tendit le gobelet en signe de réconciliation. Avant de boire, le magicien fit un discours pour louer la beauté de la princesse, mais elle l'interrompit. « Buvons, vous reprendrez après ce que vous voulez me dire. » En même temps, le magicien africain vida le gobelet sans en laisser une goutte. La princesse alla ensuite ouvrir la porte secrète à Aladin et s'avança vers lui pour l'embrasser et lui témoigner de sa joie de la retrouver. Mais Aladin l'arrêta car il avait encore beaucoup à faire. Quand la princesse fut hors du salon et après qu'il se fut approché du cadavre du magicien africain, il ouvrit sa veste et en tira la lampe qu'il frotta. Aussitôt, le génie se présenta à Aladin, lui demanda de porter incessamment le palais en Chine. Le transport se fit, et l'on ne le sentit que par 2 légères secousses. L'une, quand il fut enlevé du lieu où il était en Afrique, et l'autre, quand il fut reposé en Chine, face au palais du sultan. Depuis l'enlèvement du palais d'Aladin et de la princesse Badroulboudour, le sultan inconsolable demeurait assis dans son cabinet. Pénétré de douleur, il jeta bientôt un œil vers l'endroit où jadis se trouvait le palais. Se frottant les yeux, il l'aperçut de nouveau. Aladin se trouvait dans le salon aux 24 croisées quand il vit le sultan arriver. Il le reçut au bas du grand escalier avec la princesse et lui raconta ce qui était arrivé. Il lui montra le corps du magicien africain mort et le sultan fit proclamer une fête de 10 jours pour célébrer le retour de la princesse Badroulboudour, d'Aladin et de son palais. Aladin aurait pu vivre le reste de ses jours en paix, mais cela malheureusement ne devait pas se dérouler ainsi. Le magicien africain avait un frère cadet qui le surpassait en méchanceté et en artifice pernicieux. Il se mit en route vers la Chine pour venger la mort de son frère et alla visiter une femme pieuse et retirée du monde, nommée Fatima. Pensant qu'elle pourrait lui être utile, il alla droit à l'ermitage de la sainte femme et lui appuya un poignard contre le cœur, prêt à l'y enfoncer. Lui intima de se lever et lui ordonna de faire ce qu'il demandait. Il échangea son habit avec les siens, se colora le visage comme le sien, et lui mettant un voile sur le visage, l'étrangla pour la faire taire à jamais. Il se rendit ensuite au palais d'Aladin, où chacun crut voir la sainte femme. Dès lors, le magicien fut bientôt environné d'une foule de gens, lui baisant la main et implorant sa bénédiction. Bientôt, comme l'affluence ne cessait d'augmenter, des querelles s'élevèrent et se firent entendre dans le salon aux 24 croisées où se trouvait la princesse Badroulboudour. Elle
commanda qu'on lui rendît compte de ce qui se passait sans sortir du salon. Une de ces femmes regarda donc par une jalousie et revint lui dire que le bruit provenait de la foule qui s'était amassée autour de la sainte femme pour se faire guérir de maux de tête par l'imposition de ses mains. La princesse, qui avait entendu dire beaucoup de bien de la sainte femme, donna l'ordre d'aller la chercher. Quand le diabolique magicien déguisé en sainte aperçut la princesse, il fit une prière pour sa santé et sa prospérité. La princesse le fit ensuite asseoir et lui demanda de demeurer avec elle pour toujours. Le magicien, sans ôter son voile, ne fut pas longtemps à accepter l'offre obligeante de la princesse, qui le mena au salon, aux 24 croisées, et lui demanda comment elle le trouvait. « Princesse, dit la prétendue Fatima, ce salon est véritablement admirable, mais il me semble néanmoins qu'il y manque quelque chose. »« Quelque chose, ma bonne mère, reprit la princesse Badroulboudour. Apprenez-le-moi, je vous en conjure, et j'y ferai remédier. »« Princesse, repartit la fausse Fatima, si seulement au milieu de ce dôme il y avait un œuf de roc suspendu, ce salon n'aurait point de pareil dans les 4 parties du monde, et votre palais serait la merveille de l'univers. » Après avoir remercié la fausse Fatima de son avis, la princesse Badroulboudour n'oublia pas l'œuf de roc, et lorsqu'Aladin revint de la chasse, elle le reçut avec froideur. Il la supplia de lui dire ce qui la chagrinait, et elle lui confia son désir qu'un œuf de roc soit suspendu au milieu du dôme. « Princesse, repartit Aladin, il suffit que vous trouviez qu'il y manque un œuf de roc pour que j'y trouve le même défaut. Vous verrez qu'il n'y a rien que je ne fasse pour vous contenter. » Aladin monta au salon 24 croisées, et après avoir tiré de son sein la lampe qu'il portait dorénavant toujours sur lui, il la frotta. Aussitôt, le génie se présenta devant lui, et Aladin lui demanda un œuf de roc suspendu au milieu du dôme. Le génie fit un cri si bruyant et si épouvantable que le salon en fut ébranlé. « Quoi, misérable, lui dit le génie, ne te suffit-il pas que mes compagnons et moi-même ayons satisfait à tous tes désirs pour avoir l'ingratitude de me demander de t'apporter mon maître pour le pendre au milieu de la voûte de ce dôme? Cet attentat mériterait que vous fussiez réduits en cendres, toi, ta femme et ton palais. Mais tu es heureux de ne pas en être le véritable auteur. Apprends que cette demande provient du frère du magicien africain, ton ennemi, que tu as exterminé comme il le méritait. Il est dans ton palais, déguisé sous l'habit de Fatima, la sainte femme qui l'a assassiné. Son dessein est de te tuer. Prends garde. » En achevant ces mots, le génie disparut. Aladin ne perdit aucune des paroles du génie et revint à l'appartement de la princesse. Sans parler de ce qui venait de lui arriver, il s'assit en disant qu'un grand mal de tête venait de le prendre tout à coup et commanda aussitôt qu'on vît venir la sainte femme. La fausse Fatima arriva, et dès qu'elle fut entrée, il se leva en baissant la tête. La fausse Fatima s'avança en portant la main sur un poignard qu'elle avait sous sa robe. Aladin lui saisit la main, et avant qu'elle ne l'eût tirée, lui perça le cœur de ce poignard. « Mon cher époux, qu'avez-vous fait ?» s'écria la princesse au désespoir. « Vous avez tué la sainte femme. »« Non, ma princesse, répondit Aladin sans s'émouvoir. Je n'ai pas tué Fatima, mais un scélérat qui allait m'assassiner. » Il lui raconta ensuite comment elle avait été permise. C'est ainsi qu'Aladin fut délivré de la persécution des 2 frères magiciens. Peu d'années après, le sultan mourut et la princesse Badroulboudour lui succéda. En qualité de légitime héritière, elle communiqua la puissance suprême à Aladin. Ils régnèrent ensemble de longues années et laissèrent une illustre postérité. Voilà les amis, j'espère que l'histoire d'Aladin vous aura plu et qu'elle vous aura permis de vous relaxer. Sur ce, je vous souhaite de passer une très très bonne nuit et nous, on se retrouve à la prochaine vidéo.